Bonjour, Josage de Jeux de rôle pour une chronique spéciale. Dans le fond, sur Internet, dernièrement, j'ai cherché, y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur les règles de Kingdom de Pathfinder pour le jeu sur table, là. Tu sais, je joue beaucoup aux jeux d'ordinateur, mais vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en parle? Puis non, il n'y a personne qui en parle, ni en français, ni en anglais. Bon, peut-être dans une autre langue que je connais pas, mais anglais, français, il n'y a rien. Fait que là, je me suis dit, Colin, je pense que je vais le faire. Ça va rajouter quelque chose à Internet. Je pense que c'est ça qui est important, de toujours grossir le bassin de vidéos. Les anglophones, si je l'ai dit comme ils vont des chats, les anglophones, eux autres, ben, ils n'auront pas de vidéo parce que il n'y en a pas qui l'ont fait, mais au moins les francophones, on va avoir une vidéo qui parle de comment faire son kingdom. Fait que je vais commencer là-dessus. Je vais vous faire une chronique qui parle de vraiment là, techniquement comment le faire. Là. Ça va être, je pense que ça va être une longue chronique, mais en écoutant ça, ça devrait bien aller pour après ça jouer le kingdom. Euh, je vais y aller un peu dans l'ordre que le livre présente ça. Fait que, tu sais, on va voir. Je pense que juste le fait d'en parler, ça va aider les gens à faire leur kingdom sur table après ça. Fait que sans plus attendre, nous commençons. Donc, quand on fait son kingdom, il y a plusieurs termes à connaître. Je vais vous les décrire ici. L'alignement. Donc, quand tu crées ton kingdom a un alignement qui est relié avec. Cet alignement-là va lui donner des bonus et des malus quelque part. Normalement, un alignement de royaume, c'est quand tu le places, c'est assez statique. C'est rare que ça va changer. C'est toujours possible que ça change. On le sait que les alignements, c'est assez flexible, mais là, on parle quand même d'une grosse population générale. Donc, ça a tendance à rester ce que c'est. Build Point, BP, ça c'est la monnaie, le currency que tu utilises pour acheter tes choses dans ton royaume. Tu peux transformer des pièces d'or en BP, comme tu investis dans ta ville pour qu'elle grossisse ton royaume. Et tu peux prendre des BP que tu transformes en gold. Ça veut dire que tu piges dans les coffres, tu sais. La consumption, ça c'est dans le fond, le prix que tu as à payer à chaque tour de ton royaume. T'sais. Plus que tu construis des choses, plus que tu vas avoir des coûts de maintenance. Ben c'est ça, la consumption, c'est le coût de maintenance de tout ce que tu as jusqu'à là. Ça peut jamais aller dans les moins, ça. Ça va toujours te coûter zéro ou quelque chose. Quelquefois, ça va demander un control DC. Le control DC va être un des 20 plus tes modificateurs. Et le DC va toujours être, je vais vous lire la formule, 20 plus la grandeur du kingdom en hexagone, plus le nombre total de districts de tes settlements, et d'autres modificateurs spéciaux ou des circonstances ou des effets qu'il y aurait. À moins que ce soit dit, le control DC, c'est toujours ce jet-là que tu fais quand on te demande de faire un jet pour le royaume. L'économie, ça représente comment ton royaume va. C'est un chiffre que tu rajoutes. Ça représente autant l'argent que les connaissances, puis le trade que tu as avec les autres et la production avec tes artisans, etc. Des fois, ça va être demandé de faire un Kingdom Check. Il y a trois possibilités de Kingdom Check. Il y a économie, loyauté, stabilité. Le check, c'est un des 20 plus le modificateur applicable, plus d'autres modificateurs qui peuvent arriver. Tu sais, des fois, tu dis, je vais prendre Take 10 ou Take 20. Tu ne peux pas faire ça pour un royaume. Tu dois brasser un dé. Sur un 1, c'est toujours un échec. Et sur un 20, c'est toujours une réussite, peu importe le modificateur. La loyauté, c'est comment ton peuple est loyal. Hein? À quel point ils sont prêts à se battre pour le royaume, puis entre eux autres, comment ils se tiennent. La population. La population, c'est simple, c'est le nombre de personnes dans le royaume. Ça n'a pas nécessairement un gros impact sur le jeu, mais côté roleplay, c'est intéressant de savoir combien t'es rendu de personnes dans ton royaume. Si t'en as 50 ou ben 120 ou 1000 cuts, là, c'est juste le chiffre qui est important de dire comme. Tu peux dire combien t'as de population chez vous, là.
16, la grosseur de ton kingdom, c'est assez simple. C'est un par hexagone que tu contrôles. On fait pas plus facile. La stability, ça c'est comment tes personnes sont bien physiquement, mentalement, moralement, à quel point tu as des ressources naturelles et que tu les gères bien. Le treasury peut tomber en bas de 0, donc tu peux manquer d'argent, mais quand ça arrive, tu augmentes de 1 du unrest. Le unrest, je vais vous en parler dans pas long. Un tour de jeu de Kingdom, c'est un mois. Donc, à chaque mois, tu vas avoir des checks de Kingdom à faire, des événements, puis c'est là que ça va tout bouger. Donc, un tour réfère à un mois. L'unrest, ça c'est quelque chose, c'est une donnée importante dans ton royaume. C'est à quel point les gens sont énervés puis que ça va mal dans leur royaume. C'est un chiffre qui va jamais en bas de 0. À 0, c'est l'idéal. Et le modificateur d'unrest, c'est un malus que tu appliques à tous tes jets d'économie, loyauté ou stabilité. Donc, tu ne veux pas de unrest parce que c'est plus difficile là, réussir tes choses. Si ton kingdom tombe à 11 et plus de unrest, là, tu perds un hexagone par tour. Là. Ça veut dire que le monde il commence à plus croire en ton royaume et ça va mal. À 20, ton royaume tombe en anarchie. Quand tu tombes en anarchie, tu perds ton royaume ni plus ni moins. Les manières de gérer ça, là, ça va au-delà des règles. Dans le fond, faut que tu fasses, idéalement, ce serait de faire une quête pour que le monde regagne confiance en toi, que tu trouves un objet qui ressoude les gens. Tu sais, c'est ça. Là. Quand c'est 20, c'est l'anarchie totale, puis là, tu as perdu le contrôle. Il faut que tu trouves le moyen de le retrouver. Puis ça se fera pas avec des jets de dés. Ça, c'était les termes qui sont importants quand tu construis ton royaume. Maintenant, on va aller à l'étape de fonder ton royaume. Comme j'ai dit, quand tu fondes ton royaume a un alignement. L'alignement va attirer ce type de gens-là. Ça va donner tout de suite un modificateur pour ton royaume. Les modificateurs sont les suivants. Si ton royaume est chaotique, tu vas avoir plus 2 de loyauté. Si ton royaume est evil, plus 2 d'économie. Si ton royaume est good, il est bon, plus 2 de loyauté. S'il est lawful, c'est 2 d'économie. S'il est neutre, c'est plus 2 de stabilité. S'il est neutre dans l'autre axe aussi, ben il est plus 2 de stabilité. Donc si tu as un royaume complètement neutre, c'est plus 4 de stabilité. Après ça, quand tu fondes ton royaume, tu as un trésor de départ. Fait que, tu vas avoir des BP dès le début pour commencer à fonder ton royaume. Fait que tu as un treasury de base. Ça peut provenir de différentes sources. Ça peut être quelqu'un qui te l'a prêté. Ça peut être que tu l'as trouvé. Ça peut être des golds que tu as transférés. Fait que ce trésor de base-là, ben, tu l'as, puis c'est avec ça que tu vas vraiment partir tout. Ensuite, tu choisis tes leaders. Et avec ces leaders-là, que je vais dire bientôt, ça va te donner tes checks de base de stabilité, loyauté et économie. Dans un royaume, il y a plusieurs postes. Pour que le poste soit applicable, il faut que la personne qui est en poste soit là au moins 7 jours de temps durant un tour, durant un mois. Sinon, tu perds ces bonus-là comme s'ils n'étaient pas là. Le monde, ils peuvent pas s'appuyer sur quelqu'un qui voit jamais. Puis ce temps-là, des 7 jours, ça peut pas être utilisé pour faire des aventures, crafter des objets, ou tu sais, c'est vraiment à la gestion du royaume. Ni plus ni moins, c'est du downtime qui passe très vite. Autant des personnages joueurs, des PC, que des NPC qui peuvent jouer les rôles qu'il y a là. Fait que, tu sais, c'est sûr, de toute façon, je pense qu'il y a plus d'une dizaine de rôles. Si t'as pas plus qu'une dizaine de PC, ça serait fou autour de ta table, là. Fait que les joueurs, il va falloir qu'ils nomment des rôles à certaines personnes NPC qui vont pouvoir gérer ça. C'est plus facile dans ce cas-là. Eux autres, ils sont plus souvent à la ville que les joueurs. Fait que les autres, ils n'auront pas de problème de passer une semaine là. Il y a toujours moyen d'abandonner un rôle et de le donner à quelqu'un d'autre. Ce faire n'est pas sans effet. Ça monte le unrest de 1 automatiquement. Il y a un jet de loyauté à faire qui, lui, s'il est raté, rajoute un autre de unrest.
et tu as les effets négatifs comme si tu n'avais pas de rôle à cette place-là. Puis si c'était le poste de ruler, donc le plus haut gradé, c'est -2 de unrest. Ben, +2 de unrest. Et ton jet de loyauté est à -4. C'est rough. Par contre, si tu lâches le rôle de ruler pour faire un autre poste, là, le même jet de loyauté, ça se fait à +4 parce que tu restes quand même là. Donc, pour chaque poste, il y a des bénéfices et des pénalités si c'est vacant. Fait qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un là, sauf certains postes. Le poste de ruler, il est important parce que c'est la personne qui gère tout ton royaume. T'sais. C'est lui qui parle avec tous tes conseillers, avec le peuple, etc. Fait que c'est un poste qui est extrêmement important. Le bénéfice d'être le ruler, c'est que tu ajoutes ton charisme, ton bonus de charisme, à loyauté, stabilité ou économie. Quand ton kingdom tombe à 26 hexagones contrôlés, là tu rajoutes ton bonus de charisme à 2 des 3 sus-mentionnés. Quand ton kingdom arrive à 101 cases, là, tu le rajoutes au 3, ton bonus. Si tu as le feed de leadership, ça aussi, c'est des bonus qui s'appliquent à ces jets-là de charisme. Si tu es marié avec quelqu'un qui a de l'allure, là, si tu maries une putain, là, je pense que ça s'applique pas. Mais si tu es marié avec quelqu'un d'une bonne stature, cette personne-là rajoute la moitié de son modificateur de charisme à ces jets-là en plus. Le problème, si le poste est vacant, tu peux pas conquérir de nouveaux hexagones, tu peux pas construire de route et tu ne peux pas construire de ferme, tu peux pas acheter de district de settlement, et l'unrest monte de 4 au upkeep. Ça fait mal. Le poste suivant, c'est le consort. C'est la personne qui va prendre la place du ruler quand le ruler n'est pas là. Si le ruler n'est pas marié, c'est lui qui rajoute son bonus, son demi-bonus de charisme à ton royaume. Avec la permission du ruler, c'est lui qui peut gérer le royaume pendant son absence, pendant que le ruler s'en va faire des quêtes, etc. Donc, le bénéfice d'avoir un consort, comme j'ai dit, il rajoute la moitié de son charisme au check du royaume de loyauté. Et si le ruler n'est pas là, c'est lui qui gère l'État. Donc, t'as pas le problème, si ton ruler n'est pas là, d'unrest de fou. Par contre, t'as quand même à faire un jet de loyauté, sinon l'unrest il monte d'un quand même. Ce qui est bien, c'est que si tu n'as pas de consort, ça fait rien, c'est pas un problème de pas en avoir. Fait c'est sûr que ça vaut la peine parce qu'il rajoute quand même un demi-charisme à tes jets. Il y a le counselor. Le counselor, c'est la liaison entre l'État et les gens, le peuple. Fait que c'est lui qui va faire le lien, puis qui va procéder aux demandes, etc. Qui va présenter au peuple les propositions du ruler, du royaume, ainsi que les proclamations. Les bénéfices d'avoir un counselor, c'est que tu peux rajouter ton bonus de charisme ou de wisdom à tes checks de loyalty. Si tu n'en as pas, tu perds 2 de loyauté, le unrest augmente de 1 durant le upkeep, et tu ne gagnes aucun bénéfice de tes holidays que tu auras pu mettre en place. Il y a le poste de général. Le général, bien sûr, c'est celui qui gère tes armées autant terrestres que navales, que dans le ciel, si tu as des créatures qui volent pour ton royaume dans ton armée. C'est lui qui regarde, qui gère l'armée dans les temps de guerre aussi. La plupart des gens le voient comme un protecteur ou un patriote. Le bénéfice, c'est que tu rajoutes ton modificateur de charisme ou de force sur tes jets de stabilité. Si t'en as pas de général, -4 de loyauté. Ensuite, on a un grand diplomate. C'est lui qui va faire ta diplomatie avec les autres royaumes, puis même avec des tribus, que ce soit même des créatures intelligentes. C'est lui le lien avec tout ça. C'est lui aussi qui discute avec les ambassadeurs et les envoyés d'ailleurs. Il protège les intérêts de ton royaume par rapport aux étrangers. Ce grand diplomate te procure comme bénéfice, tu rajoutes son modificateur de charisme ou d'intelligence à tes jets de stabilité. Si tu n'en as pas de grand diplomate, tu perds 2 de stabilité et tu peux pas faire de diplomatie, ce qui est quelque chose qu'on va voir plus loin, ou des édits d'exploration. Le heir de ton royaume, j'espère que je l'ai prononcé correct, c'est l'héritier
au trône. Fait que c'est souvent le plus vieux fils ou la plus vieille fille du ruler qu'il y a. Ça peut être aussi un sénéchal qui est nommé par le ruler. Donc c'est quelqu'un qui va être entraîné académiquement, physiquement pour il appelle ça atteindre là, aux choses du royaume. Ses bénéfices à lui, ça va être un peu comme ceux du consort. Il va donner la moitié de son charisme au jet de loyauté du royaume. Il peut être le ruler en cas d'absence de celui-ci. Si il y en a pas, c'est pas grave, ça fait pas de malus au royaume. Ça prend aussi un high priest. C'est lui qui gère la religion de ton royaume. Normalement, t'en as comme une importante, ben c'est lui qui la gère. Si tu n'as pas de religion dans ton royaume, ben c'est lui qui va regarder puis gérer un peu peut-être les petits cultes qu'il peut avoir dans ton royaume. Le bénéfice du High Priest, c'est qu'il rajoute son modificateur de charisme ou de wisdom sur tes jets de stabilité. Si t'en as pas, c'est -2 de stabilité et loyauté. Et bien sûr, ton unrest augmente de 1 durant le upkeep. Il y a un magister dans un royaume. Lui, c'est celui qui va tout gérer ce qui est académique, ce qui est magique, l'éducation, la connaissance. La plupart du temps, ça va être un mage ou un prêtre d'une divinité de la connaissance. Il va aussi gérer la bureaucratie du royaume, excluant ce qui est économique. Le bonus du Magister, c'est que tu rajoutes charisme ou intelligence à tes jets d'économie. En cas d'absence de Magister, tu perds 4 d'économie au upkeep. Ensuite, on a un Marshal. Lui, il va travailler assez près du général de ton royaume, mais lui, ça va être plus au niveau de faire appliquer les lois. Donc, lui, il va appliquer les lois dans ton royaume, surveiller aussi les frontières du royaume pour être sûr qu'il se passe rien de pas correct. C'est lui aussi qui va être peut-être plus près des aventuriers. Lui, son bénéfice, c'est que tu rajoutes ton modificateur de dextérité ou de sagesse à tes jets d'économie. Si t'en as pas, c'est un -4 d'économie. Ensuite, on a le Royal Enforcer. Ça sonne bien. Lui, il va travailler entre autres avec le Consular pour que le peuple soit bien. En gérant tout ce qui est criminel, puis ceux qui pourraient faire du mal ou vouloir du mal au royaume. Puis il va essayer de travailler avec le Marshal pour attraper ceux qui essaient de s'échapper, les criminels qui essaient de se sauver. Il a même le droit de donner le droit de tuer ce gars-là. Là. C'est tout un homme. Là. Lui, il peut ajouter son modificateur de dextérité ou de force à tes jets de loyauté. Puis ce qui est plaisant de cet homme-là, c'est qu'il peut réduire de 1 le unrest de ton royaume. Pour ce faire, tu fais un check de loyalty, de loyauté, sans les modificateurs du feat leadership par contre. Et si tu réussis, tu descends le unrest de 1. Si tu rates, ça monte de 1. Si t'en as pas de Royal Enforcer, ben c'est pas plus grave que ça dans ce royaume. Mais je peux te dire que t'en veux un pour qu'il baisse ton unrest si ça va mal. Ensuite, ton royaume va avoir besoin d'un Spy Master. Le Spy Master, c'est l'espion, fait que c'est lui qui va regarder un peu ce qui se passe derrière le rideau, sous la couverte. Il va avoir un réseau d'espions pour garder le pouls de la population sous un autre niveau. Fait que c'est lui qui va ramasser des informations pour le ruler. Je sais pas pourquoi je parle plus bas quand je parle de lui. Durant la phase d'édict, tu choisis un des attributs du royaume, loyauté, stabilité, économie, et tu y rajoutes ton bonus de dextérité ou d'intelligence. Si tu n'as pas d'espion, tu te ramasses avec un unrest et ton économie baisse de 4. Bien sûr, tout royaume qui se respecte a besoin d'un trésorier. Le trésorier gère le trésor, il gère l'argent du village et aussi c'est lui qui donne aux citoyens une confiance en la gestion des fonds, la gestion de leurs investissements, ainsi que d'arrêter ceux qui essaieraient de prendre avantage du système. Les petits crasseurs. Le trésorier, ben lui, va rajouter son intelligence ou sa sagesse sur les jets de économie. Si t'as pas de trésorier, tu perds 4 d'économie et tu peux pas ramasser de taxes durant la phase des édicts. Donc, tu fais pas d'argent.
Il y a aussi un vice-roi. Le vice-roi, dans le fond, c'est comme un mini-ruler pour d'autres places, si t'as plus qu'une ville, tu sais. C'est vraiment lui qui gère une certaine place dans le royaume pour le ruler, qui aurait pas assez de vision assez grande pour tout faire à lui tout seul. Ben, le vice-roi va l'aider à gérer quelque chose d'autre. Donc lui, le bénéfice du vice-roi, c'est donner la moitié de son modificateur d'intelligence ou de sagesse à l'économie. Il peut aussi prendre la place de n'importe quel rôle sur le roster, là, comme j'ai dit, le trésorier, le high priest, etc. Il peut prendre n'importe quel rôle aussi. Mais le bénéfice du rôle qu'il remplace, tu fais moins à ce bénéfice-là. Mais il doit prendre 7 jours pour vaquer à ce poste-là, en plus de son poste de vice-roi. Fait que, lui, il faut qu'il fasse 7 jours de vice-roi par mois et 7 jours pour le poste qu'il remplace. Ça fait un total de 14 jours à rien faire. Un peu plate, c'est un PC. Si t'as pas de vice-roi, c'est pas grave, à moins que tu aies d'autres cités que là, ça compte comme si t'avais pas de ruler. Et il y a le Warden. Lui, il va aider à appliquer les lois, mais il va être aussi à la protection de toute cette belle brochette de leaders. Il va aider le général à déployer aussi l'armée. Le bénéfice du Warden, c'est qu'il apporte son modificateur de force ou de constitution à la loyauté du royaume. Si t'en as pas, tu perds 2 de loyauté et de stabilité. Donc ça, c'était la liste de tous les postes qui existent. C'est comme un gros bloc d'informations. Mais bon, la gestion de royaume et beaucoup d'informations. Donc, on continue. L'unité de mesure du Kingdom, c'est comme la monnaie du royaume, mais c'est ça. C'est les BP, comme j'ai dit. Fait que ça, il faut que tu en génères, il faut que tu en dépenses pour que le royaume se développe. Les BP, ça représente beaucoup de choses. Ça va représenter autant de l'argent que des matériaux tels du bois, du fer, des vaches, etc. Des armes, des wagons, des chandelles, des graines pour les champs, et même du peuple. Des artisans, des fermiers, des colons, des musiciens, tout là. Tout ça représente le bassin de BP de ton royaume, la productivité. Ça va servir à bâtir tes routes, bâtir des fermes, lever des armées aussi. Les BP n'ont pas un taux de change exact en pièces d'or. En moyenne, là, à peu près, ça va être roughly 4000 pièces d'or pour un BP. Mais il suggère que plus que tu avais les petites, moins ça vaut cher, puis plus que tu avais les grandes, plus ça vaut cher. La suggestion est, pour acheter un BP, si ton royaume est 1 à 25 hexagones, ce serait comme 1000 pièces le BP. 26 à 50 hexagones, 2000 pièces le BP. 51 à 100, 3000 gold le BP. Plus de 100, 4000 gold le BP. Tu peux aussi aller chercher dans les coffres si ton groupe a besoin d'argent. Tu peux aller chercher la moitié de ce que ça t'aurait coûté. Fait qu'au lieu de, si tu mets 1000 pour un BP, tu peux retirer 500 pour un BP, ainsi de suite, jusqu'à, tu peux retirer 2000 pièces de gold pour un BP quand ton royaume est rendu à 100. Souvent, à la création d'un royaume, les BP que tu vas avoir de base, tu vas avoir un sponsor qui va te fournir cet argent-là. Sponsor, commandite, là, t'as une commandite. Cette commandite-là va venir de quelqu'un qui veut quelque chose. Ça peut être que cette personne-là veuille que tu explores une région pour lui. Ça peut être que tu fasses la conquête d'une région. Ça peut être quelqu'un qui te laisse sa place puis dit, gars, gère ça pour moi. Ça peut être un cadeau que tu reçois pour quelque chose de grandiose que tu as fait. La personne te dit, je t'en dois une, je t'offre ça. Ou, le plus dur, c'est de starting from scratch. Tu commences de rien, puis tu pars. Là, t'as comme pas vraiment de BP, tu commences avec l'or que t'as sur toi, etc. Dans ce cas-là, je suggère que les joueurs peuvent trouver dans des loots, des trésors, des BP carrément. Là. Donc, là, on va tomber dans le technique du sujet. À chaque mois, à chaque tour,
il y a des étapes à suivre pour ton royaume. On y va. Hein? La phase 1, c'est le upkeep. Le upkeep, ce que tu dois faire dans cette phase-là, c'est de, premièrement, regarder la stabilité de ton royaume. Tu fais tout d'abord un check de stabilité. Si tu l'as, tu baisses ton unrest de 1. S'il est à 0, il reste à 0. Tu ne peux pas aller dans le moins d'unrest. Par contre, si c'est déjà 0, tu rajoutes un BP. Si tu rates le jet de 1 à 4, ça va augmenter le unrest de 1. Si tu le fail le jet de 5 et plus, c'est 1 des 4 d'unrest. Ensuite, la deuxième étape du upkeep, c'est de payer la consumption de ton royaume. Tu retires les BP de ton trésor en fonction de combien ça te coûte tout ce que tu as de bâti. Si tes BP tombent en bas de 0 en payant ça, c'est tout de suite 2 d'unrest. Notez que ça se passe avant d'avoir récolté les taxes. Fait qu'il faut se garder de l'argent, les amis. Il y a une étape qui est de créer des objets magiques. Puisqu'il y a des bâtisses qui vont créer des objets magiques pour le royaume, ben, la troisième étape du upkeep, tu crées ces objets magiques-là. Quatrième étape du upkeep, tu modifies ton unrest. Donc, tu gagnes 1 de unrest pour chaque attribut qui est en bas de 0, genre la stabilité, la loyauté puis l'économie. Le Royal Enforcer à ce moment-là peut essayer de faire son check pour réduire de 1 le unrest de ton royaume. Et c'est là que si ton unrest est à 11 et plus, tu perds un hexagone. C'est là aussi, comme je disais, que si tu es à 20 et plus, c'est l'anarchie totale dans ton royaume. À ce moment-là, tu peux plus faire de check de loyalty, économie, stability. Tu ramasses plus de taxes, tu n'as plus aucun bénéfice de tes holidays, ça va mal. Après le upkeep, c'est la phase d'édict. C'est là que tu peux étendre ton royaume, puis faire tes proclamations, changer des règles du royaume. Tout d'abord, la première étape du edict phase, c'est de nommer tes leaders. C'est là que tu vas assigner tes PC ou tes NPC à des postes vacants dans ton royaume. Ensuite, tu vas claimer des hexagones ou en abandonner. Parce que tu peux aussi abandonner juste des hexagones si tu vois que ça te coûte trop cher, des choses comme ça. Pour claimer un hexagone, il faut que celui-ci soit adjacent à un hexagone que tu contrôles déjà. Avant, il faut que tu l'aies exploré et tu l'aies sécurisé. Ensuite, il faut que tu payes un BP. Et voilà, tu te ramasses avec un hexagone de plus dans ton royaume. Donc, il a monté de 1 de 16. Plus que ton royaume va grandir, aussi, plus que tu vas être capable d'en prendre des hexagones à chaque tour. Fait que tu ne seras pas toujours pogné pour en prendre juste un. Tu sais, quand ton royaume va être à plus de 200 hexagones, genre tu peux en ramasser 12 par tour. Là. Ça te coûte quand même 12 BP. Comme j'ai dit, tu peux abandonner des hexagones. Chaque hexagone abandonné monte ton unrest de 1. Et s'il y avait un settlement sur cet hexagone-là, ça monte de 4 le unrest. Ensuite, tu peux construire des améliorations. Les améliorations, c'est construire des routes pour que le transport se fasse mieux entre tes villes ou juste à travers ton royaume. Ça peut être de bâtir des mines pour prendre possession d'or ou d'argent qu'il pourrait avoir sur tes terres. Ça peut être de faire des forts pour améliorer la protection. Et tu peux préparer un hexagone à recevoir un nouveau settlement. Ce qui inclut enlever les roches, couper des arbres, préparer le terrain pour que ça soit beau. À ce moment-là, tu peux créer un settlement dans un hexagone que tu as préparé et tu peux construire un building dans un settlement. Bien sûr, plus ton royaume est grand, plus tu peux construire de building en un mois. Même si tu peux, au début, construire qu'un seul building par tour, ta première maison, mansion, manoir, ou villa, ne compte pas dans cette limite. Donc, tu peux quand même toujours construire une maison et autre chose. Ensuite, la 6e étape de l'édict, c'est de lever des unités d'armée. Ça, c'est pour les règles de mass combat. Là, j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est comme optionnel. Et la dernière étape de l'édict, c'est de issue an edict. Tu déclares quelque chose. Les édicts que tu peux proclamer, c'est des holidays, des improvements, des promotions, puis des taxations. Là, tu as comme différentes tables dans le livre
pour dire qu'est-ce que ça fait chaque édicte. Mettons que je vous le montre, là. En gros, c'est ça. Comme on a vu, ce que ça fait, c'est que ça va jouer sur ta loyauté, stabilité et économie au coût de certains BP. La troisième phase, c'est la phase de income. C'est là que l'argent rentre. La première étape, c'est de faire un retrait dans le trésor. Donc, tu peux aller prendre dans le trésor des BP, les convertir en argent. Ça peut servir à acheter des objets magiques, entre autres. Si tu fais ça, le Unrest monte de 1 par BP retiré. Le peuple aime pas ça que tu prennes son argent. L'étape 2, c'est l'inverse. Tu peux déposer de l'argent dans les coffres du royaume. L'or que tu déposes, ça peut être autant des pièces d'or, mais ça peut être aussi des bijoux, des pierres précieuses, des armes, des armures magiques, des objets qui ont des grandes valeurs, là. C'est pas nécessairement juste des pièces. Tu peux, vendre des objets à ton royaume. Ça, c'est comme la troisième étape, dans le fond. Tu peux essayer de vendre un objet par tour à ton settlement, là, au peuple. Donc, tu prends ton objet, souvent magique, et tu essaies de le vendre à la moitié de sa valeur. Tu peux pas t'en servir pour vendre des objets créés par le royaume. Exemple, si tu as un alchimiste qui crée des potions, ben, tu peux pas prendre la potion de ce que lui a créé puis la revendre tout de suite. Il faut que tu l'aies acheté pour la revendre. L'étape 4, l'étape favorite de tous, tu récoltes les impôts et les taxes. Pour ce faire, tu dois faire un jet de économie. Tu divises le résultat de ce jet-là par 3 et ça va te donner le nombre de BP que tu récoltes ce mois-ci. Bien sûr, divisé par 3, arrondi à l'entier, supérieur. Il y a supérieur, il y a supérieur. Moi, je dis ça de même. Et la dernière phase, c'est la event phase, la phase d'événement. Il y a 25% de chance qu'il arrive quelque chose au royaume. C'est comme un random event de royaume. Si c'est rien passé le mois d'avant, au lieu de 25% de chance, c'est 75% de chance de se passer de quoi dans ton royaume. Tu sais, un royaume, c'est pas plate, là. Il se passe de quoi. Il y a des événements qui peuvent se régler par des jets, puis d'autres qu'il faut que tu fasses quelque chose in-game pour les conclure. Et bien sûr, le maître peut toujours en créer par rapport à son aventure qu'il y a présentement. Donc, on parlait de perdre des hexagones pour ton royaume. Soit que tu les perds parce que tu perds le contrôle à cause de statistiques dans le jeu que tu ne payes pas ou tu dis « Ah, j'abandonne les hexagones ». Mais ça peut être aussi à cause, tu peux décider qu'il y a un gros monstre qui est venu sur l'hexagone, ce qui fait que la sécurité n'est plus garantie sur cet hexagone tant que les joueurs ne vont pas régler ce problème. Et si tu perds un hexagone, pour X raison, qui est comme un lien, tu sais, ton royaume, il est là tu as un genre de petit pont d'hexagone, puis tu as un autre, la suite de ton royaume. Si tu perds l'hexagone là, qui crée le pont entre les deux, ben ça fait comme péter ton royaume en deux. À ce moment-là, si tu n'as rien de l'autre côté, un leader ou quelque chose pour garder le royaume, là, tu perds tout ça. Là. Ça peut faire très mal. Fait que soit s'assurer que tu as du monde, parce que tu peux pas non plus avoir un leader en plein milieu du champ. Je suis le leader. Ça y prend une place pour rester. Fait que si tu perds une région, il faut que tu aies quelqu'un quelque part qui la protège, qui la soutient, le temps que tu reclaimes le lien entre les deux. Même si tu as quelqu'un de l'autre côté, à chaque tour, ça va comme traiter ton Unrest à +1 que ce que c'est vraiment, juste parce que tu es séparé. Tout ça s'enlève dès que tu reclaimes l'hexagone qui relie tout le monde ensemble. Par contre, il faut que tu fasses quand même un stability check avec un bonus de +5 parce que les gens veulent revenir avec toi. Mais ce +5-là devient un +4, un +3, un +2, un +1, un +0 à chaque tour que tu vas pas que tu te reconnectes pas avec. Bien sûr, si ton royaume tombe à 0 hexagone, ben, il y en a plus. C'est la fin de ton royaume. Tu te ramasses tout nu dans la rue sur ton hexagone. Puis, ça vient de finir cette belle aventure de royaume. Ça veut pas dire que t'es mort, là. Tu peux quand même faire d'autres choses. Tu peux aller repartir à un autre royaume, capote pas, là. Tout de suite, c'est la fin du monde. Non, non. Fait que c'était le survol du Kingdom
les étapes à suivre pour gérer son royaume. Mais c'est pas fini. Il y a aussi, quand j'ai dit tu peux construire des improvements sur tes tiles, ben chaque improvement que tu bâtis te coûte des BP et vont te rapporter quelque chose. Là, je vais faire un survol rapide, là, je vais pas tout expliquer en détail. Les improvements que tu peux bâtir, tout dépendant, ça c'est pas applicable partout, là, mais tu sais, là la liste des improvements que tu peux faire. Un aqueduc, un pont, un canal, une ferme, une poissonnerie, un phare, une route, une autoroute, une mine, une carrière, une lumber mill et une watchtower. Chacune de ces terrains improvement-là vont te donner un petit bonus sur ton royaume. Ça, tu les construis sur des hexagones de ton royaume. Dans ta capitale et tes autres settlements, là, tu peux construire des buildings aussi. Ces buildings-là aussi vont te donner des bonus sur ton royaume. Bon, vous en garocher une coupe, là, la liste est très longue. Une académie, un alchimiste, un marché noir, une cathédrale, des murs à ta ville, une fonderie, un cimetière, un hôpital, une prison, un magasin d'objets magiques, un manoir, un collège militaire, un moulin, un monument, un observatoire, un quai, des égouts, un étable, une taverne, ça en prend un théâtre, une université, une tour de garde, un barrage. Donc, chacune de ces bâtisses-là vont vous donner des plus 1 à plus 4 sur votre économie, sur votre stabilité. Des fois, plus 1 de unrest aussi, malheureusement. Ça va donner aussi des rabais pour acheter comme... Tu sais, si tu achètes une église, ça va donner des rabais sur la cathédrale après. J'avais parlé des événements. Quand il y a un événement qui se produit, là, tu as plein de tables d'événements qui peuvent se produire, que tu brasses aléatoirement, puis les joueurs, il faut qu'ils gèrent ça. Encore là, je ne vais pas toutes les décrire. En voici quelques-uns. Trouvailles archéologiques, surplus de bouffe, bénédiction de la nature, de la belle température, tentative d'assassinat, manque de bouffe, chicane, scandale public, une maladie, une découverte, un succès incroyable. Ce succès est incroyable. Une trouvaille surprenante, une visite célèbre, un immigrant riche. Tu sais, des princes là, d'Afrique là, qui veulent toujours te donner leur argent. Des fois, il arrive de l'activité cultiste, l'inquisition, une attaque de monstres, des esclaves, des vandales. Tous des événements là, qui peuvent arriver dans ton royaume. Et bien sûr, tous ces événements sont décrits dans le Ultimate Campaign. Il y en a en masse. Donc, quand tu as ta ville, il y a comme une carte de ta ville là, que tu peux faire. Fait que la carte ressemble à cela. Voici cette carte. Et dans cette carte, tu peux photocopier et découper les bâtisses. Fait que là, tu as toutes les bâtisses que tu peux placer sur les petites cases. Regardez-moi ces belles bâtisses. Il y en a en masse des bâtisses. Les bâtisses simples, les bâtisses doubles, les bâtisses quadruples. Je sais pas si vous avez vu, il y avait des petits ponts, des petites rivières aussi, si tu veux que l'eau coule dans ta ville. Là, je vous ai comme pitché bien des infos, des checks de stabilité, de loyauté, d'économie, mais tout ça, genre, ça tombe pas du ciel non plus, ils ont pensé puis ils t'aident. Fait qu'il y a une feuille de royaume. C'est comme une feuille de personnage, mais pour ton royaume. Un petit survol de cette feuille-là, je vais vous la montrer. Donc, dans cette feuille-là, comme on voit, tu as tes stats, économie, loyauté, stabilité. Tu as la corruption, du crime, de la loi, du lore, de la productivité, de la société. Ça doit être des bâtisses qui donnent ces bonus-là. Dans toute la vidéo, j'en ai pas parlé, je me souviens plus d'où ça vient. Exemple, si tu fais une prison, tu as moins 1 de crime, plus 1 de law. Tu as du fame, de l'infamie. Tu as une petite case pour les ongoing events. Fait que si tu as des événements qui ne sont pas réglés, ben, tu as une case pour ça. Bien sûr, j'ai oublié, mais tu as le nom du royaume, tu as la campagne dans laquelle ça se déroule, le gouvernement que tu as choisi, l'alignement de ton royaume, la population de ton royaume, la grandeur et la difficulté présente. Fait que tu as juste à tout de suite l'écrire, ta difficulté. Genre, tu sais que c'est toujours, mettons, 26 ta difficulté. Tu avais une liste de tous les leaders du royaume. Tu avais les édicts. Fait que là, tu peux tout de suite écrire les chiffres de tes édicts qui ont un lien sur ton
sur ton royaume, les effets que ça a. Plus bas, c'est ça, dans la diplomatie, à un moment donné, tu peux faire des trade routes, ben là, tu pouvais faire tes routes de commerce en bas de la feuille. Tu as le calcul du unrest, tu as le calcul de la consumption sur cette feuille-là. Fait que tu sais, c'est quand même une belle feuille, ça tient sur une feuille. Fait que tout est là, tu as juste à la regarder, il manque pas d'infos. Comme j'ai dit, tu as une forme de gouvernement, c'est un peu comme l'alignement de ton royaume. Fait que ça aussi, ça te donne des bonus et des malus. Tous les panels, le type de gouvernement que tu as. Encore là, je vais faire un survol. Autocratie, magocratie, oligarchie, overlord, république, secret syndicate, théocratie. Chacun de ces types de gouvernement va donner des bonus, comme j'ai dit. Exemple, l'autocratie, bon, ça donne rien. Un overlord dans ta ville, ça c'est plus 1 de corruption, moins 1 de crime, plus 1 de law, moins 1 de society. Fait que tout ça, c'est des modificateurs que tu vas mettre sur ta feuille. Fait que ça fait pas mal le tour du Kingdom de Pathfinder. Ouais, c'est beaucoup d'infos, tu sais. Ben, je savais que ça serait un long vidéo avec beaucoup d'éditions puis tout, là. Fait que, comme je dis, toutes ces règles-là se trouvent dans le Pathfinder Ultimate Campaign. C'est un livre qui est vraiment intéressant pour cette portion-là. Ça, c'est le travail peaufiné, par contre. Parce que quand tu fais Pathfinder Kingmaker, l'aventure, le Adventure Path, c'est pas aussi lourd comme système. Il y a moins d'informations que tu te fais ramasser là, par. C'est comme une vague d'informations, ça. L'autre, c'est moins épais. Tu sais, ça, c'est comme un tsunami de règles. L'autre, c'est juste une petite vague à tes pieds qui dit comme « Ah, ça doit être le fun. » tu sais. Fait que j'ai fait la vidéo parce que, comme j'ai dit, il n'y en avait pas en français, il n'y en avait pas en anglais, ça en prenait un. Puis les francophones, vous êtes chanceux parce que il est juste en français, cette vidéo-là. Donc, sur ça, le vidéo a pris presque 1h30 à enregistrer. Puis là, je vais l'éditer, ça va le rapetisser, puis ça va faire un gros vidéo quand même. Fait que je vous souhaite une bonne journée et on se revoit bientôt pour une autre chronique de jasage de jeux de rôle. Bye tout le monde!